Bonjour donc aux auditeurs de l'Institut des Libertés. Et alors aujourd'hui, je reçois pour la deuxième ou troisième fois, je sais plus si c'est, je crois que ça doit être la troisième fois, Marcus Kerber, qui est notre correspondant à Berlin. Pour ainsi dire. Pour ainsi dire. Qui est un vieil ami qu'on connaît depuis longtemps, que j'ai côtoyé dans les milieux libéraux à Paris. Vous avez travaillé en France longtemps. Vous parlez le français comme vous et moi, et sans doute mieux que moi. Et la dernière fois, quand on avait fait cette interview, où moi j'étais dans ma maison en Provence et on entendait dans le lointain les cigales, et vous étiez dans votre nord lointain et on n'entendait pas tellement de cigales à Berlin, on avait beaucoup parlé de l'espèce de coup d'État rampant qui se passait en Europe, de cette prise de position, de cette prise de contrôle de la Commission, cette émission d'obligations qui n'était pas légale, cette souveraineté partagée qui était donnée sur les obligations, c'est-à-dire là. Et on avait, votre spécialité, c'est dans le fond d'embêter les Européens en collant des demandes constitutionnelles devant la Cour constitutionnelle allemande à Karlsruhe, je crois, c'est ça? Tout à fait. Et donc, vous êtes fait une spécialité de mettre des bâtons dans les roues de ces gens à Bruxelles qui, dans le fond, sont un peu mes ennemis et les vôtres. Alors, je voudrais que vous nous disiez un petit peu comment ça se passe, parce qu'il s'est passé plein de choses qui étaient formellement interdites par les traités ou par la Constitution allemande, et j'aimerais que vous racontiez à nos auditeurs exactement ce qui s'est passé et où ça nous amène, parce que nous amène un peu dans une impasse juridique, non, à un moment ou à un autre. Écoutez, vous avez utilisé des mots assez forts en qualifiant le comportement de la Commission comme un coup d'État, ou même coup d'État permanent. Il faut essayer d'expliquer, même d'expliciter sobrement quels sont les faits et quelle est la situation juridique. Nous avons tous les deux utilisé ce terme un peu polémiste en se référant à l'invention, pour ainsi dire, par la Commission d'un fonds de reconstruction européen en raison de la crise de Covid. Alors que le Covid n'a pas détruit des routes, ni des ponts, ni des barrages. Le Covid a tout simplement mis en évidence un certain dysfonctionnement dans les services de santé, dans certains pays plus que dans d'autres. C'était donc pour la Commission l'occasion venue pour faire ce qu'en effet les traités interdisent très clairement, lancer un grand emprunt européen garanti par les pays. C'était quelque chose qui était formellement interdit par les traités. C'est formellement interdit par les traités. La Commission, c'est-à-dire la Commission agissant en tant qu'agent de l'Union européenne, n'a pas le droit de lancer des emprunts. L'Union européenne est financée par des cotisations des pays membres et des fonds propres, des ressources propres. Point à la ligne. Alors ça c'est un premier point. Et là les dimensions sont quand même énormes. Il ne s'agit pas d'une dizaine de millions. Pour réparer tel ou tel hôpital, il s'agit de 800 milliards. Et cette opération qui est en train d'être annoncée va certainement être un succès. Pas du tout parce que le Chypre ou la Grèce se portent garant, mais parce que les Pays-Bas, l'Allemagne, la France se portent garant d'une opération menée par l'Union européenne. La France, je ne suis pas certain que la garantie va grand-chose. Puis il y a d'autres choses qui concernent la Commission et qui rendent son rôle de plus en plus suspect. La Commission, depuis le traité de Lisbonne, peut, en ayant recours au traité, dire « nous représentons l'intérêt européen ». Alors, donc vous voyez, c'est presque une postulation hegelienne de dire « je représente l'intérêt européen ». Peut-être vous allez m'expliquer ce que c'est l'intérêt européen. Mais ça veut dire sous-entendu que l'intérêt européen est supérieur et de meilleure qualité que l'intérêt d'aucune des nations européennes, non? Je vous laisse juge de mais c'est en disant ça, c'est ce qu'ils disent. Alors simplement, je pense, sur ce plan-là, nous voyons bien ce que le traité de Lisbonne a donné. Il a installé, la Commission en tant que gardienne des traités. C'est ce qu'elle a été pendant des années. Parfois, d'une façon tout à fait bénéfique, parce que les pays membres étaient réticentes au début de l'Union européenne, au début de la communauté européenne, d'accepter les règles non discriminatoires.
pour mettre en marche, pour mettre en fonctionnement le marché commun, le marché devenu le marché intérieur. Mais aujourd'hui, nous avons une commission qui peut, en prétextant l'intérêt européen, proposer ceci, cela. Elle a acheté des vaccins, vous avez vu que ça n'a pas fonctionné. Le dysfonctionnement de l'achat des vaccins avec un arrosage de Sanofi qui n'a apporté rien du tout. Et le Remdesivir aussi. 1 milliard d'euros. Alors donc ils ont dû reconnaître l'échec. Au lieu de reconnaître l'échec, ils ont créé l'Union de la santé. Alors que la santé, très clairement et très nettement, est décrit et qualifié dans les traités comme un ressort national. Ça ne concerne pas la Commission, c'est pas communautaire. Bien, si je me trompe, en Allemagne, la santé est beaucoup organisée aussi à l'échelle des Länder, non? Elle est peut-être pas aussi organisée à l'échelle de la nation. Oui, ça c'est un aspect, mais il y a quand même une assurance obligatoire de maladie, et à côté il y a un système d'assurance privée. Mais là vous voyez la réaction typique de la Commission, à peine la réalité a prouvé qu'ils sont incapables d'acheter un vaccin ensemble, ce qui est tout à fait normal, parce que la Commission n'est pas qualifiée pour acheter des vaccins. Hein, c'est une prétention de savoir, une prétention de pouvoir, de faire l'achat pour tout le monde. Ils disent, mais écoutez, on en conclut, il faut maintenant mettre en commun les systèmes de santé, il faut avoir une agence européenne de santé. Ça, c'est un peu le réflexe. S'y ajoute donc une technique juridique assez notoire, devenue notoire depuis quelque temps. Tout ce que la Commission ne peut pas justifier en s'appuyant sur telle ou telle disposition précise et concrète, elle essaye de le justifier en disant c'est bon dans l'intérêt de l'article 114, c'est une disposition qui dit que la Commission est en droit de faire des propositions pour la mise en conformité du droit national pour achever, pour réaliser le bon fonctionnement du marché intérieur. C'est devenu une clause générale permettant la Commission, autorisant la Commission à faire tout et n'importe quoi. Alors, tout récemment, la régulation des GAFA, ou les GAFA, je pense on dit GAFA en France, a été justifiée par le recours à cette disposition. Donc nous sommes entrés dans une phase où la Commission se considère de plus en plus, pas comme gardien des traités, mais comme gouvernement, de fait. Et ceci, alors que la Commission n'a pas de légitimité démocratique. Attendez une seconde. Vous êtes en train de dire que la Commission est en train de se considérer comme un gouvernement fédéral par rapport à des États fédérés, c'est-à-dire elle est en quelque sorte au-dessus et au-delà des nations qui sont en dessous. Est-ce que c'est ce que vous sous-entendez? Politiquement, vous avez raison de le qualifier ainsi, et les tendances au sein de la Commission, les tendances au sein de l'Union européenne qui poussent vers une Europe fédérale, souhaitent que la Commission agisse presque comme Premier ministre d'un gouvernement non encore existant à l'échelle européenne, alors que juridiquement, c'est tout à fait faux. La Commission, elle est là pour normalement mettre en application le droit sous le contrôle de la Cour de justice européenne. Et sur ce plan-là, il y a une évolution assez intéressante qui alimente la thèse d'un changement de régime de fait et d'une usurpation de pouvoir de la part de la Commission. Parce que la Commission, je le connais en tant qu'avocat spécialisé en matière antitrust, agit de plus en plus par des recommandations, par des guidelines. Les guidelines sont absolument pas engageants. Ils donnent une idée sur la façon dont la Commission veut interpréter le droit de la concurrence ou dans d'autres domaines. Et ces recommandations ne sont pas soumises au contrôle de la Cour de justice européenne. De fait, les agents du monde économique s'orientent beaucoup vers ces guidelines, notamment en matière d'antitrust. Ce sont presque des directives. Alors donc là, la Commission a développé un secteur à son gré qui échappe complètement au contrôle et qui met en péril le caractère véritable de l'Union européenne comme
institution régie par le droit. Alors, c'est pas une approche formaliste. Expliquez ça, parce que les Français ont tendance à penser que, vous savez, en France, il y a deux droits. Il y a le droit de l'État, qui est le droit administratif, puis il y a le droit du commun, vous savez, le droit civil. Le droit civil. Et on sait très bien que quand on est en bataille avec l'État, si on est en général, on perd, parce que la France n'est pas tellement un État de droit qu'un droit de l'État. Et donc vous êtes en train de dire que la Commission est en train de créer une espèce de droit de l'État qui serait supérieur à l'État de droit, ou est-ce que c'est ce que vous essayez de dire? Oui, on pourrait l'interpréter ainsi. Il y a des zones très vastes qui ne sont plus régies par le droit, mais qui sont régies par une influence de fait de la Commission, et par une inclination des acteurs économiques de s'incliner vis-à-vis de ce pouvoir. Parce qu'en même temps, la Commission déverse beaucoup d'argent. La Commission est une... maintenant qu'elle a le droit d'enlever... Elle achète non seulement d'une façon totalement inefficace des vaccins, mais elle commande également des satellites de navigation. Elle crée un fonds pour développer des technologies de défense. Donc les acteurs, les agents économiques hésitent à couper les ponts avec la Commission. Mais encore une fois, j'insiste beaucoup à expliquer, à expliciter pourquoi la notion de communauté de droit est tellement importante. Parce que l'Union européenne n'a pas de compétence. Elle ne peut pas créer le droit ex nihilo, de rien. Il y a le principe d'attribution dans l'article 5 du traité de l'Union européenne qui dit que des États souverains, des pays membres, ont attribué certaines compétences très bien délimitées à la Commission, à l'Union européenne. Et la Commission, elle est là pour les mettre en application, c'est tout. Et ce principe d'attribution veut dire que l'Union européenne n'est pas souverain. Tout ce discours d'un homme politique français qui parle de souveraineté européenne est bâti sur la confusion totale des concepts, des termes et des mots. Il est en même temps, vous savez. Il est en même temps. Non, ce que je veux dire, c'est un non-sens de parler de la souveraineté européenne, parce que l'Union européenne est le produit de ce principe d'attribution, c'est-à-dire des États souverains qui ont accordé certaines compétences exclusives ou partagées avec les nations. Pas plus, pas moins. Dans la réalité, il y a beaucoup de gens qui veulent, de fait, sans consulter les peuples, sans tenir compte des principes démocratiques et sans prendre en considération les préférences des uns des autres dans les pays membres, faire de l'Union européenne un État fédéral. Et la Commission est devenue leur cheval de bataille dans ce combat. Et la Commission est dans une situation assez confortable, parce que si vous n'êtes pas élu, si vous ne devez pas rendre compte à personne, sauf à ce Parlement, qui n'est pas vraiment un Parlement. Qui ne peut pas faire tomber, d'ailleurs. Qui peut exprimer sa méfiance, qui peut critiquer, mais qui est de fait, dans la réalité institutionnelle, beaucoup plus une antichambre de la Commission. Alors donc, cette situation est confortable pour la Commission. Ils peuvent à tout moment dire « nous proposons », et qui est contre l'Europe. Alors, s'y ajoute un privilège que beaucoup de gens ignorent, seule la Commission peut prendre l'initiative législative. Ni le Parlement, ni le Conseil. L'article 293 règle un certain nombre d'exceptions. Ça veut dire que la Commission est à la fois, littéralement, pouvoir exécutif tout à fait, et pouvoir législatif. Tout à fait. Et ceci est compensé dans la théorie par une délimitation très exacte des compétences dans les pays membres et les instances communautaires. Mais dans la réalité, la Commission a développé un cumul de pouvoirs qui la met forcément en conflit. Avec les États. Non seulement en conflit avec les États, mais en conflit avec le caractère délimitatif du droit européen. Parce qu'elle a tendance à élargir incessamment ses compétences. Attendez, je vous donne un exemple. J'essaie de comprendre ce que vous dites, c'est important. Dans le fond, ce que vous dites, c'est logiquement, il ne pourrait pas y avoir de création ex nihilo d'un droit européen. Le droit européen existe, point à la ligne. Et la Cour de justice est là pour appliquer les endroits pour l'interpréter d'une façon et attribuer
à l'Europe. Tout à fait. Et vous êtes en train de dire, si je comprends bien, que la Commission élargit sans arrêt ce domaine avec des recommandations qui n'ont pas besoin d'être passées devant le Conseil. Tout à fait. Qui ne sont pas sous le contrôle de la Cour de justice d'un côté, mais s'y ajoute, juste pour vous donner un autre exemple d'un développement que le public n'observe pas avec la vigilance nécessaire, le soi-disant service externe ou extérieur de la Commission, qui devient de fait une espèce de diplomatie européenne, avec le haut représentant de la politique de sécurité et des affaires étrangères. Alors, les affaires étrangères, c'est un domaine régalien des États. Et là, la Commission a des compétences extrêmement limitées, et ce qui a débuté comme une espèce d'agence ou d'une direction générale pour la bonne coordination des intérêts européens à l'échelon international, est en train de devenir une espèce de ministère. Là, à mon avis, c'est un flagrant délit auquel la Commission se livre. Ce service extérieur a la vocation de devenir une espèce de ministère des Affaires étrangères. Et il y aura des ambassadeurs européens. Nous sommes donc dans une phase de mutation de fait de l'Union européenne en État fédéral, alors que les peuples n'ont pas donné leur aval à cela. Alors, d'où vient le grand problème, tôt ou tard? Parce que les peuples ne sont pas dupes, et la réalité est têtue. Ils vont se rendre compte que, tôt ou tard, la France ne peut plus décider sa politique extérieure. L'Allemagne n'a plus de souveraineté en matière de politique extérieure. J'ai vu que la Cour européenne prenait des décisions sur l'organisation de l'armée française. J'ai vu ça où il fallait qu'ils aient 35 heures par... alors, cette histoire, je me suis dit, mais c'est une histoire de fou. Oui. C'est probablement une blague, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Oui, on a l'impression qu'il s'agit d'une boutade. C'est ainsi que la Cour de justice européenne s'est presque ridiculisée dans sa terre. On ne peut que sourire lorsque... je me suis dit, mais c'est pas vrai, ils n'ont jamais été militaires. Une instance internationale se mêle aux affaires de l'armée française. Et très clairement, dans les traités, la défense n'est pas du ressort de la Commission ou de l'Union européenne. C'est le ressort de la France. Voilà, c'est très clair. Il y a d'autres arrêts tatillons, erronés de la Cour de justice. Mais soyons équitables. La Cour de justice, dans les débuts de l'Union européenne, lorsqu'elle s'appelait encore Union économique européenne, a eu de grands mérites, parce que le traité était un vaste ensemble de principes, et la Cour de justice a eu le mérite, premièrement, de faire de ces règles des droits subjectifs, c'est-à-dire des droits accordés aux citoyens, des droits de liberté, des libertés individuelles. Contre leurs États locaux. Contre leurs États. Le droit européen est un ensemble de libertés individuelles que les individus, les citoyens, les entreprises peuvent utiliser pour combattre la discrimination par l'État. Le marchand de tapis de Marseille qui se voit imposer une douane à la frontière allemande en raison de son tapis ou qui est soumis à un contrôle de la qualité évidemment protectionniste peut intenter une action juridique devant les tribunaux compétents. Alors, c'était au début très difficile, mais le droit sur ce plan-là a fait son chemin. Je pense que les politiques qui ont créé en 1958 l'Union européenne, à l'époque encore l'Union économique, n'ont pas très bien compris ce truc. Parce que la dynamique du droit et des libertés individuelles a énormément augmenté ou amplifié la dynamique économique de l'Union européenne. Et alors, à quel moment ça s'est gâté ? Donc, au début, un développement intéressant, c'est la Cour de justice. Quand est-ce que ça s'est gâté ? Deuxièmement, la Cour de justice a très souvent donné raison à la Commission dans ses litiges avec les pays membres dans les années 60, parce que les pays membres ne voulaient pas accepter que l'Union européenne se mêle à tel ou tel commerce. Alors, je pense qu'il y a un phénomène d'oligarchie, un phénomène sociologique très intéressant. Le personnel qui est recruté à Bruxelles, au niveau de la Commission,
la nomination des juges à Luxembourg suit des règles que je renonce à qualifier. Mais de toute façon, c'est une bulle maintenant. Et lorsque vous voyez comment les représentants du service juridique de la Commission traitent avec les juges à Luxembourg, et les juges à Luxembourg traitent avec les représentants de la Commission, notamment donc le service juridique, une certaine familiarité, une certaine intimité presque. On est tous du même bord. Donc, ce qui laisse les parties, donc lorsque je plaide à Luxembourg, un peu perplexe, parce que un tribunal va être impartial, totalement impartial. Alors donc, il y a un phénomène d'oligarchie, d'une oligarchie qui se plaît bien dans le rôle, notamment le rôle de la Commission, d'organiser les progrès de l'Europe et de dire qui n'est pas pour nous et contre l'Europe. Et ceci a transformé l'intégration européenne en une espèce de quasi-religion. Hein, ou bien on est croyant, ou on n'est pas croyant. Et on est banni de l'Église. Hein, on peut de temps en temps encore être qualifié comme un critique constructif, ça passe. Mais à partir du moment où on écrit... Vous êtes banni, non, je l'imagine? Non banni, je dis pas, je suis trop praticien aux instances bruxelloises, mais les grands projets d'intégration européenne dans le projet de l'Union monétaire auraient dû être soumis à un contrôle, une vérification, une révision depuis très longtemps. Parce que l'Union monétaire, évidemment, ne fonctionne pas d'une façon optimale. C'est palpable. Même un enfant voit ça. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Voilà. Hein, c'est dire organiser l'union monétaire entre 19 pays avec des économies nationales aussi hétérogènes que la Grèce et Chypre d'un côté et les Pays-Bas, l'Allemagne de l'autre côté. Ça peut pas fonctionner. Et ça ne fonctionnerait pas. Mais le système, et c'est là où mon reproche de l'oligarchie est à mon avis plus ou moins pertinent, le système, il n'y a plus d'autocontrôle, il n'y a plus de vérification de ce qui... Il n'y a pas de volonté de dire au pilote, il faut corriger le cours. Hein, il faut corriger il faut voler dans une autre direction. Non, on est programmé à faire ça et on n'est pas du tout prêt à admettre l'échec. Alors, si vous regardez par exemple la politique de la concurrence, qui menait au début de l'Union par notamment les juristes allemands, la libre concurrence était bien évidemment un concept assez allemand. Depuis Mario Monti, c'est devenu une conception guidée par le principe de more economic approach. Et ce more economic approach est devenu une invitation à toutes sortes d'économistes à donner des pouvoirs complètement délimités, illimités à la Commission d'intervenir dans le processus très complexe de la concentration d'entreprises et du comportement d'entreprise. Le dernier projet de régulation des GAFA en est un tout petit bel exemple. Nous devrions regretter que l'innovation des GAFA n'a pas eu lieu en Europe. Et on devrait se poser la question, pourquoi ça n'a pas eu lieu en Europe? Au lieu de faire ça, au lieu de se dire, pourquoi est-ce que nous n'avons pas plus de croissance et plus d'innovation en Europe, la Commission fait un grand appareil de régulation contre les GAFA. Alors donc, c'est là où je vois un tout petit peu le reproche majeur vis-à-vis de la Commission, c'est donc, dans un certain nombre de projets, dont l'union bancaire, la Commission n'est pas prête à être révisionniste, à prendre en compte la réalité. Attendez, encore une fois, ce que vous dites est intéressant. Donc on a un pouvoir qui est à la fois exécutif et législatif, qui va dans une direction, et vous êtes en train de me dire que dans le fond, il n'y a aucun contrôle qui est exercé sur ce pouvoir démocratique ni judiciaire. Judiciaire, parce que de l'autre côté, ils sont tellement copains avec les juges que les juges vont pas leur faire des embêter. Les juges sont assez d'accord avec ce qu'ils font. Et démocratique, mais parce que rien n'est organisé pour que ces gens-là soient contrôlés démocratiquement. Donc on a un pouvoir qui peut devenir fou. Bah, je vous laisse le choix de vos mots. Je dis simplement, il y a bien évidemment un problème de contre-pouvoir. Le système à Bruxelles, avec la Commission ayant le monopole législatif, le monopole d'initiation législative, le Parlement qui n'en est pas un, la Cour de justice qui est très proche de la Commission, les gouvernements qui sont toujours en ordre dispersé,
représentants des pays d'une hétérogénéité extraordinaire, tout ce système crée des vacances de pouvoir énormes et laisse agir la Commission dans des domaines qui ne sont pas les leurs. Alors, on ne peut que sourire lorsqu'on voit l'effort de la Commission de faire des achats du vaccin, alors qu'au moment où ces achats ont été faits, personne ne savait s'il y aura des vaccins, si ces vaccins seraient efficaces, combien ils coûteraient. C'est-à-dire, c'est à la fois la prétention de savoir et une prétention de pouvoir. Et celui qui est dans l'erreur totale ne veut surtout pas l'admettre. Hein, et c'est exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. La Commission se trouve. Et toutes celles et ceux qui, dans un aspect ou dans un effort, dans un souci très constructif, parce que l'Europe est chère, mais très très chère. Oui, je suis un fils de cette civilisation. Et je le resterai jusqu'à mon dernier souffle. Évidemment. Toutes celles et ceux qui le critiquent, ben, ils sont jetés en disant, écoutez, si vous vous opposez à tel ou tel projet, à tel ou tel règlement, à tel ou tel directive, vous êtes contre l'Europe, et de ce fait-là, en dehors du jeu. C'est la fin de la discussion. Avant même que la Commission... C'est ce qu'on fait partout, Sylvie. On met une petite pancarte sur le dos du gars extrême droite, anti-européen ou je sais pas quoi, et donc vous n'avez plus droit à la discussion, on vous enlève de la discussion, c'est fini. Mais je voudrais revenir à quelque chose qui me semble essentiel. L'Europe, les traités européens interdisaient toute émission de papier européen qui soit garantie par tous les pays à la fois. Et je crois savoir, c'est vous qui me l'avez appris d'ailleurs, que la constitution allemande interdit à la Bundesbank de garantir une émission faite par un autre pays parce que ce serait antidémocratique, etc. Donc là, on vient d'avoir 2 cas de la Commission européenne outrepassant ses pouvoirs dans le domaine monétaire, ce qui nous amène à la création d'un ministère des Finances européen, parce qu'il faudra bien la gérer, cette dette. Et c'est toujours comme ça que commencent les ministres des Finances. Donc, alors, quelles sont aujourd'hui les mesures que vous prenez, ou que vos amis en Allemagne prennent, pour essayer d'arrêter cette énième dérive de la Commission dans le domaine monétaire? Votre question est fort pertinente, et vous touchez là vraiment au cœur d'un développement qui me donne beaucoup de soucis. Ça fait partie de votre théorie du coup d'État permanent par la Commission. Oui. La crise du Covid était bienvenue pour lancer un fonds de reconstruction, alors qu'aucun pan, aucune rue a été détruite par la pandémie. Alors, les choses sur un plan juridique, prenant les choses l'une par l'autre, sont relativement claires. Le financement de l'Union européenne se fait par des cotisations des pays membres, par un programme pluriannuel décidé par des États souverains, qui restent souverains et qui resteront souverains en matière budgétaire. Ce budget est d'une taille de 150 milliards à peu près, et les négociations sont dures, les négociateurs sont coriaces, vous connaissez tout ça, parce que personne ne veut donner, beaucoup de gens veulent recevoir. C'est normal. Mais la somme de 150 milliards à peu près est une dimension suffisante et nécessaire. Alors que là, tout d'un coup, la Commission a dit nous avons besoin, pour contrer la crise Covid et ses effets, d'un fonds supplémentaire, et pas de 50 milliards ou de 10 milliards, mais en somme, en prix de 2018, de 800 milliards. Et pour la première fois, on crée une dette européenne que les pays membres garantissent, de fait, en augmentant ou en faisant, chacun prend des décisions sur une augmentation des ressources propres, mis à la disposition du budget européen, parce que c'est techniquement le budget européen qui rembourse cette dette de 800 milliards. Dette qui sera, selon le discours officiel, remboursée à partir de 2028, c'est-à-dire dans quelques années. Savez-vous ce qui va se passer en 2028 ? Ils vont faire plus de dettes. Alors, d'ores et déjà, Madame Lagarde, Monsieur le maire, Monsieur Gentiloni dit « Écoutez, ça a tellement bien fonctionné, le papier était tellement facile à placer, parce qu'il y a un certain nombre de pays garants derrière,
on va devenir récidiviste. Hein, pourquoi? Parce que ces pays, notamment l'Italie, la Grèce, bientôt également la France, ont une marge de manœuvre en matière d'endettement beaucoup plus limitée, où ils devraient payer le prix de l'argent, c'est-à-dire par des taux d'intérêt déterminés par un marché. Déterminés par un marché. Et non pas par une banque centrale. Donc, alors, ça, c'est quelque chose qui rend tout observateur complètement complexe. Comment est-ce que cette usurpation d'un pouvoir financier a pu se faire contre le gré des pays qualifiés comme frugaux, avec enfin le consentement de la chancelière allemande? Mais pourquoi l'a-t-elle donné? Avec beaucoup de réticence au sein de son propre parti, où tout le monde dit on le fera une fois. Ben voyons. Une fois. Tout le monde sait que c'est pas fait pour une fois. Alors, et comment a-t-il été possible que les pays du Nord ont laissé se dominer par les pays du Sud, fortement endettés? Alors de fait, cette modalité de financement est une espèce de fonds de cohésion. C'est de l'argent offert aux pays du Sud en disant « restez dans l'Union européenne ». Parce qu'il y a en Italie, tout le monde le sait, à tous les niveaux, de fortes réticences de rester dans l'Union monétaire. L'Union monétaire a complètement cassé le modèle italien. Et en France, c'est moyen. C'est moyen. Donc, l'enthousiasme est plutôt un enthousiasme. Enfin, on est arrivé à abolir la Bundesbank et à abolir le Deutschmark. C'est pas un enthousiasme pour l'euro. Alors, donc là, nous sommes pas dans le gris clair, dans le gris foncé, mais c'est très clair. L'Union européenne a choisi un chemin juridiquement interdit. Donc, en Allemagne, un grand nombre de professeurs intellectuels a fait un recours devant le tribunal constitutionnel. Donc, vous, donc moi, je mène une équipe de députés, anciens députés du groupe parlementaire de la démocratie chrétienne, qui, au dernier moment, avaient découvert cette aliénation de pouvoir budgétaire appartenant au Parlement allemand. Et donc au peuple allemand. Au peuple allemand. Alors donc, c'est-à-dire qu'au peuple. 7 députés courageux, enfin, ont pris le courage de formuler un recours avec ma modeste contribution devant la Cour de justice, la Cour constitutionnelle, pour faire arrêter le transfert de compétences budgétaires. Ce que vous dites sur le ministère des Finances, le ministère du budget européen est bien prévoyant, bien parce que aujourd'hui, la gestion d'un budget de 150 milliards exige une direction de budget à Bruxelles. Ce sont des gens qui font un peu d'algebra, et c'est tout. Mais à partir du moment où on lève 800 milliards pour les rembourser, eh bien, ça exige un ministère de budget. S'y ajoute un autre aspect qui m'est cher, parce que il est dangereux pour les finances publiques allemandes. Dès que l'emprunt obligataire européen, qui naît en raison de la garantie de certains États encore solvables, est là et atteint une certaine quantité, ça peut, je dirais pas marginaliser, mais relativiser le poids des obligations du Bund, donc de l'État fédéral. C'est-à-dire, l'Allemagne commet une manœuvre complètement suicidaire en finançant ou en garantissant des obligations européennes. Le pays se nuit elle-même en matière de sa qualité d'émetteur. C'est-à-dire, si je permets de vous arrêter ici, ça veut dire que l'Allemagne autorise des gens à emprunter en Bund, littéralement, et qui ne paieront jamais d'impôts à l'Allemagne, et qui ne sont peut-être pas si démocratiques que ça, aussi honnêtes que ça. Donc vous avez littéralement vendu pour un plat de lentilles votre souveraineté fiscale. Pas vendu complètement, mais nous avons vendu un bambou. Hein, et celles et ceux qui en disent, mais écoutez, on le fait pour une fois, et parce que c'est la crise, ils n'ont toujours pas compris que derrière tout ça, il y a une méthode qui consiste à dire, mais écoutez, en 2027, 2028, on verra
qui va commencer à rembourser. rembourser. Méthode du cliquet, on va toujours dans le même sens. Je ne peux pas m'imaginer que les Grecs, les Chypriotes et d'autres pays ne vont pas trouver un argument pourquoi eux, ils ne peuvent pas rembourser. Hein, voilà. Donc celles et ceux qui ont observé la crise grecque ont bien vu l'imagination des Grecs en matière d'argumentation pour justifier la misère dans laquelle ils étaient tombés. Alors donc là, l'Europe devient de plus en plus une grande... avait fait de très beaux travaux quand il était directeur général du ministère des Finances. Oui. Il avait caché toute une série de dettes et normalement il aurait dû aller en prison. Il s'est retrouvé gouverneur de la Banque centrale et maintenant Premier ministre de l'Italie. Donc le crime paye en Europe. Écoutez, je vous laisse être souverain dans le choix de vos paroles. Je vous dis simplement qu'il y a un certain nombre de banques qui ont été prolongées, dont la vie était prolongée, sur instruction de M. Draghi en tant que gouverneur de la Banca d'Italia, qui posent problème aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Italie, et maintenant avec le Premier ministre Draghi en tête du gouvernement, qui demande le plus rapidement une mise en commun de la garantie de dépôt pour toutes les banques en Europe. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça aussi, c'est interdit par la Constitution allemande, j'imagine. Pas par la Constitution, mais les intérêts des caisses d'épargne et les intérêts des mutuelles sont totalement opposés à une mise en commun des dépôts. Alors, parlez-moi de la Constitution allemande et de la façon dont... Parce que vous avez été donc à Karlsruhe, vous allez essayer d'empêcher ça. Donc on a perdu notre honneur, et comme on le sait, une fois, l'honneur, ça se perd qu'une fois. Ça se perd, on peut pas le perdre 2 ou 3 fois de suite. À partir du moment où on a accepté une fois, on sait que les autres vont suivre. On est prêt à trahir. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que peut faire l'Allemagne, puisque s'il y a que la Constitution allemande où il y a cette interdiction de garantir une dette extérieure. Et elle est là, tout le monde la voit. On peut pas l'interpréter. Depuis 2008, je suis actif en déposant ce genre de recours. L'arrêt de Lisbonne a fait renaître en Allemagne une certaine culture du souverainisme. Parce que l'arrêt de Lisbonne consistait à dire la démocratie n'est pas négociable, le principe démocratique n'est pas négociable. Donc, à partir du moment où on veut une union européenne qui, pour l'Allemagne, met un terme à la démocratie, mais c'est évidemment pas possible, pas licite. Deuxièmement, il y a un certain nombre de compétences liées à la démocratie qui ne peuvent pas être transférées dans le droit budgétaire, qui est une obligation du Parlement. Alors, le Parlement ne peut pas dire, écoutez, on ferme les yeux et on laisse les gens de Bruxelles décider sur les impôts et les dépenses. Donc ça, c'est une ligne rouge qui a été définie là. Et chaque fois que nous avons fait examiner par la suite, pour les différents montages de sauvetage de l'euro, si concrètement, en l'espèce, telle ou telle proposition, le MES, l'OMT a violé ces principes, la Cour a toujours dit oui, mais, c'est-à-dire on laisse passer à condition que dans l'achat, au lancement des opérations Outright Monetary Transactions en 2012, ça a été décidé en 2016 en disant oui, nous admettons que la Banque centrale a évalué les dangers pour la zone euro telle qu'elle, mais à partir du moment où la Bundesbank participe à des opérations qui mettent en danger ses fonds propres, elle doit s'en retirer. Donc la Cour constitutionnelle ne donne pas des instructions très opérationnelles. Donc la défense de la Constitution allemande, la défense de la démocratie allemande, elle est aussi efficace que l'indépendance de la Cour constitutionnelle reste réelle. Donc vous voyez bien un tout petit peu ma réserve. Oui. Parce que les juges sont nommés et tout récemment, le vice-président du groupe parlementaire de la démocratie chrétienne, un dénommé M. Harbat, est nommé président de la Cour constitutionnelle et c'est une mauvaise augure. Parce que c'est un Européen convaincu. C'est pas ça, c'est toujours mauvais si on prend le représentant d'un très grand cabinet d'avocats qui en plus a exercé des fonctions très proches du pouvoir.
parce que le vice-président d'un groupe parlementaire qui soutient le gouvernement, il est très proche du gouvernement et de la chancelière en particulier. Donc on ne peut pas éviter des ambiguïtés. Donc l'impartialité et l'indépendance des juges, notamment en matière constitutionnelle, est tout à fait nécessaire. Alors donc, où est-ce que ça va finir? L'Allemagne a une grande culture juridique, qui est le réflexe de ce qui s'est passé entre 1933 et 1945 en Allemagne. Mais ça existait déjà au 19e. Il y a eu un loupé. Déjà l'ordolibéralisme, tout ça, je sais que ça arrive plus tard, mais, oui, les Allemands ont toujours été des stickers for the rule. Oui, les règles, parfois les Allemands sont un peu trop focalisés sur les règles, voilà. un peu tatillants, un peu tatillants. Je ne suis pas un Allemand comme ça, je suis un Prussien latin, disons comme ça. Voilà, vous avez... mais j'aime aussi de temps en temps des exceptions. Alors, où est-ce que ça va finir? Ou bien, à un moment donné, la Cour constitutionnelle va donner un coup d'arrêt définitif. On attend ça depuis longtemps. Ils l'ont fait pour le dernier programme d'achat d'obligations d'État, le PSPP, en mai 2020. Dans la réalité, l'arrêt n'a pas été exécuté. Et la Banque centrale a fourni un papier en disant « Écoutez, nous avons quand même pris en considération des aspects de proportionnalité. Le gouvernement l'a accepté, la Bundesbank l'a accepté également. Là, nous avons un deuxième cas, le PEP, c'est-à-dire le programme d'achat d'obligations en raison de la pandémie, initié en mars 2020, avec le but de faire monter l'inflation, de la faire monter à 2%. En Allemagne, nous serons 5%, donc on devrait l'arrêter. Est-ce que la Cour constitutionnelle va en tenir compte? Et nous avons le cas que vous venez d'évoquer, le cas extrême du lancement d'un emprunt européen, qui, à mon avis, en flagrant délit, viole les dispositions et les limites des traités européens. Donc, si la Cour constitutionnelle en Allemagne ne peut pas se résoudre dans un cas à venir, dans un cas actuel, à se prononcer définitivement et indépendamment de ce que dit la Cour de justice européenne ou de ce qui est l'opinion de M. Gentiloni ou de M. Le Maire, il perd sa crédibilité. De toute façon, il ne sert plus à rien. Voilà. Alors donc, je ne peux pas vous dire comment les choses... Simplement, je peux vous dire, un juge, il a un souci, un véritable souci, c'est sa réputation. Hein? Et à partir du moment où une réputation que cette Cour a élaborée au fil du temps, après être devenue une institution, une des grands acquis institutionnels de la Deuxième République allemande, après la Bundesbank, est-ce que les juges vont vouloir courir le risque de perdre leur réputation et de porter le soupçon d'être des hommes de parti, hein? À voir. Donc je ne me prononce pas. Mais quels sont pour deux raisons, je ne me prononce pas. Premièrement, parce que je suis un client de cette cour, un client régulier. Bien sûr. Donc un client doit être poli. Et je garde mes idées et parfois ma contrition pour moi. Voilà. Tant que je plaide, je ne dis pas ce que je pense de tel ou tel juge. Je dirais peut-être un peu plus fort et en public ce que je pense de la Cour de justice européenne, parce que je pourrais faire un certain nombre d'observations sur des cas très concrets qui me laissent perplexe et qui me sidèrent. Alors, et deuxièmement, donnant une chance à cette évolution. Est-ce que une Cour constitutionnelle peut endiguer un développement fatal? Parce que la Banque centrale européenne, elle est dans une situation de désespoir total. Elle a lancé un emprunt, elle a lancé un programme avec l'autorisation d'acheter 1800 milliards. Et au moment où ce programme devrait expirer en mars l'année prochaine, elle constate que l'inflation a doublé depuis. Aujourd'hui, elle devrait resserrer les boulons et faire augmenter le prix de l'argent, c'est-à-dire les taux.
Alors qu'elle dit non, non, non. Et pourquoi est-ce qu'elle le dit? Parce qu'à partir du moment où elle fait le moindre geste sur une attitude plus restrictive, les écarts entre les emprunts obligataires en Italie, pour donner un exemple, les emprunts obligataires en Allemagne vont se creuser. Hein, et ils défendent enfin le système de l'euro. Ils sont prêts à faire tout pour défendre ce système. Ils sont prêts à prendre d'énormes risques d'un écroulement total. Y compris pour la démocratie. Y compris pour la démocratie et également pour le projet européen en tant que tel. Exactement. Qui a fonctionné sans union monétaire pas aussi mal que ça. Mais très bien. Mieux qu'avant, mieux qu'avec l'union monétaire. Mais beaucoup mieux. Hein, la véritable déchirure a commencé avec l'union monétaire parce que les nations ne sont pas prêtes à partager la monnaie, à partager le destin. Alors donc, c'est un dilemme de prisonnier. Et vous savez comment se résout normalement le dilemme de prisonnier. Celui qui est prisonnier, c'est la Banque centrale, n'est pas, en dépit de toute raison et de tout argument, de tirer les conséquences d'une situation dont on voit l'issue. Parce qu'il s'agit de se sauver en tant que personne, se sauver en tant qu'institution, et de ne pas admettre l'échec. Les dilemmes de prisonniers dans l'histoire étaient les cas... c'est là où il y a le plus de morts. De plus grands morts. Le plus grand nombre de morts. Je ne vais pas citer des exemples dans l'histoire allemande, je pourrais le citer. Mais vous pouvez citer des exemples du Japon à la fin de la guerre. Oui. La dernière année avec un désastre. Oui. C'était complètement idiot. Depuis juillet 1944 et mai 1945, autant de soldats allemands sont morts dans la Deuxième Guerre mondiale qu'avant. Voilà. Alors, ne parlons pas des autres victimes. C'est ça. Donc, parce que les dirigeants qui se sont engagés derrière un projet qui s'est avéré non soutenable, pour le dire poliment, d'une façon très... idiot pour le dire peu. Voilà, ne peuvent pas admettre ça, parce que cela mettrait un terme à leur règne. Et ils ne vont pas se couper la tête eux-mêmes. Et quand est-ce que... Je terminerai là-dessus, parce que les minutes passent, et je sais que vous avez un autre rendez-vous, ce qui est bien dommage. Mais quand est-ce qu'à votre avis, on peut avoir une décision de la Cour de Karlsruhe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans les tuyaux? Est-ce que vous attendez une décision dans pas trop longtemps? Écoutez, devant des tribunaux, on est comme un marin dans la haute mer. Dans la haute mer, on cherche terre. Voilà, donc je ne vais pas commenter ça. D'accord. Ben, merci beaucoup, Marcus. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir, ça d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie. C'était une bonne chose, et puis on a bien remis au point ce qu'on avait déjà discuté il y a 1 an et demi, mais les choses ne vont pas dans le bon sens.